Je m'appelle Amandine Boucard, je suis actuellement en deuxième année de thèse encadrée par Sonia Fliss Giovangigli de Poems et par Bruno Stupfel du CEA CESTA. Et ma thèse porte sur la modélisation de la diffraction par une couche mince de nanoparticules réparties aléatoirement. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser au contexte. On s'intéresse à la diffraction électromagnétique d'une onde plane qui est de l'ordre de quelques centimètres par un objet inhomogène recouvert d'une couche très fine qui est de l'ordre du nanomètre, comportant un grand nombre de nanoparticules réparties aléatoirement. Et par la suite, on souhaite déterminer l'impact de cette couche sur la surface équivalente radar, c'est-à-dire quantifier la quantité d'énergie renvoyée dans une certaine direction. Il y a deux difficultés qui se posent, c'est que notre problème, il a plusieurs échelles de taille différentes, ce qui va rendre très coûteux, voire impossible, la résolution des équations de Maxwell par des éléments finis. Et la deuxième difficulté, c'est qu'on ne connaît a priori pas la disposition des particules, donc on ne peut pas calculer de solution. Et la distribution des particules sera alors plongée dans un cas aléatoire modélisé par une loi. Et l'objectif par la suite est de déterminer une condition effective qui permettra de modéliser les particules réparties aléatoirement sur l'empilement multicouche. Donc pour simplifier, on va considérer une approximation du plan tangent. Le problème, il est invariant dans la direction orthogonale au plan. Les équations de Maxwell pour une polarisation TM ou TE se ramènent à l'équation de Helmholtz, qui est là. L'empilement multicouche, lui, est remplacé par une condition d'impédance avec Z, le coefficient d'impédance associé à la surface, donc la condition est celle-ci, et les particules sont supposées parfaitement conductrices. Elles sont de rayon epsilon, qui est très petit devant la longueur d'onde. De plus, on a que la distance entre les particules, la distance au plan impédant et la taille de la couche et la solution dépendent tous de epsilon. Et la condition de rayonnement va être prise en compte par la condition U epsilon moins U incident et sortant. On supposera que le problème il est bien posé et il y a quelques éléments de preuve dans les deux papiers suivants. Concernant l'état de l'art, pour une répartition périodique des particules, il existe de nombreux travaux sur la diffraction par des couches minces. En particulier, des conditions de transmission effective sont définies pour remplacer la couche par une surface sans épaisseur. Concernant une répartition aléatoire, des milieux aléatoires, il y a beaucoup de travaux sur l'homogénéisation stochastique de volume. Donc voici quelques références, mais il en existe très peu pour le traitement d'une couche mince. On a quelques papiers sur la modélisation d'une surface rugueuse en mécanique des fluides, mais il n'existe rien à notre connaissance pour les problèmes de diffraction. Donc, dans cet exposé, tout d'abord, nous vous décrirons la méthode utilisée et montrerons des résultats numériques pour une répartition périodique des particules, afin de mettre en place les outils pour ensuite passer à une répartition aléatoire des particules. Et pour finir, nous regarderons les travaux futurs qui seront à faire. Donc, commençons par une répartition périodique des particules. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à présenter le modèle, puis on regardera la démarche pour obtenir un modèle approché, et nous finirons par quelques résultats numériques. Donc, concernant le modèle, donc on se place en polarisation TM. Donc, le champ magnétique est perpendiculaire au plan. On prend la polarisation TM car dans la pratique, dans les applications, c'est la plus intéressante car si on ne considère pas, si on enlève le plan impédant et qu'on prend très peu de particules, on a un phénomène transparent, contrairement à la polarisation TE où on a un phénomène conducteur tout de suite. Et ce qui nous intéressera par la suite, c'est de regarder quand est-ce qu'on atteint le phénomène transparent, quand est-ce qu'on passe d'un phénomène transparent à un phénomène conducteur. Donc le modèle, on considère l'équation de Helmholtz. Les particules de rayon epsilon sont réparties de manière périodique, de période epsilon d. Et sur le bord des particules, on considère une condition Newman, comme on est en polarisation TM. On considère une onde plane incidente, donc ce qui va nous permettre de restreindre les calculs à une demi-bande infinie avec condition K1 quasi-périodique sur les bords latéraux. C'est-à-dire que si on veut calculer la solution en x1 égale epsilon d, on l'obtient en multipliant par exponentielle ik1 epsilon d
On multiplie exponentielle ik1 epsilon d par la solution en x1 égale 0. Et on peut aussi du coup borner le domaine en utilisant un opérateur de Dirichlet-Tuneman qui permet de prendre en compte la condition de rayonnement sur un bord supérieur. Donc là, on vient d'introduire le modèle. Maintenant, on va s'intéresser à la démarche pour obtenir un modèle approché. Donc pour cela, on va utiliser un développement asymptotique. Donc on introduit un paramètre h qui va nous permettre de postuler des développements différents dans deux zones différentes, la zone de champ proche et la zone de champ lointain. Concernant la zone de champ proche, on suppose que la solution se développe en puissance de epsilon et en fonction de termes de champ proche. Ces termes de champ proche, ils dépendent de la variable macroscopique x1 et des variables microscopiques x1 sur epsilon et x2 sur epsilon qui permettent de prendre en compte que la solution varie rapidement proche des particules. Et comme les particules sont réparties périodiquement, on a que les termes de champ proche sont dépériodiques par rapport à la variable y1. Concernant le développement dans la zone de champ lointain, on postule que la solution se développe en puissance de epsilon et en fonction des termes de champ lointain, qui eux dépendent que des variables macroscopiques, et se développe aussi à partir des termes de champ proche qui permettent de transférer aux termes de champ lointain les caractéristiques des particules. Cependant, loin des particules, la solution varie lentement. Donc, ça nous impose que, comme la solution varie lentement, elle dépend que des variables macroscopiques. Donc, on a alors que les termes de champ proches tendent vers 0 quand y2 tend vers l'infini. Donc là, je vous donne juste les résultats importants, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, en injectant le développement dans les équations satisfaites par la solution U epsilon, on obtient que les termes de champ lointain vérifient l'équation de Helmholtz, mais il va leur manquer des conditions de bord qu'il faudra déterminer par la suite. Pour les termes de champ proche, c'est un peu plus compliqué. Donc on sait déjà qu'ils sont dépériodiques en la variable y1, donc on peut se ramener à un problème de demi-bande périodique infinie. Du fait de la forme de ces termes, on a que x1 joue le rôle d'un paramètre. Et en faisant le calcul, on obtient que les termes de champ proche sont solutions d'un problème de type Laplace, avec condition de saut en y2 égale h due à la continuité de la solution. Et ces conditions de saut, elles dépendent des termes de champ lointain. En particulier, il va exister une solution exponentiellement décroissante à ces problèmes, à condition que les termes de champ lointain vérifient une condition en x2 égale epsilon h. On va maintenant s'intéresser à ces conditions. Donc, concernant la condition vérifiée par le terme de champ lointain U0, U0, la condition est la même condition que la condition qui était présente sur le plan impédant. Donc, l'approximation à l'ordre 1 ne permet pas de prendre en compte l'impact des particules. Donc, il va falloir aller au moins à l'ordre 2. Et pour déterminer l'approximation à l'ordre 2, il faut commencer par déterminer la condition vérifiée par le terme de champ lointain U1. Et cette condition, elle dépend de 3 coefficients qui sont calculés à partir des problèmes de bande de type Laplace qui dépendent des particules. Donc on va pouvoir avoir l'impact des particules à l'aide de cette condition. En prenant l'approximation à l'ordre 2 en négligeant les termes d'ordre 2 en epsilon, on trouve une condition effective à l'ordre 2. Et pour assurer l'existence et l'unicité du problème effectif, on pourra jouer sur la valeur du h pour montrer qu'on a un des coefficients qui est strictement positif. Par la suite, on pourrait construire des approximations à l'ordre n de la solution et on obtient des estimations d'erreur qui justifient notre développement et nos conditions effectives. Donc maintenant, on va s'intéresser à des résultats numériques. Donc dans les simulations, on va utiliser la librairie XLive++. Et on va prendre une fréquence de 2 GHz avec K1 égale K sin θ et K2 K cos θ, avec θ l'angle d'incidence. Donc, je vais vous présenter 2 validations numériques. Donc, dans un premier temps, on va comparer le champ total en partie réelle. Donc là, on a la solution de référence qui est obtenue à partir d'une résolution par élément fini. Et on cherche à obtenir une approximation. Donc pour cela, on va commencer par reconstruire la solution loin des particules,
à l'aide de l'approximation à l'ordre 2 qu'on a obtenue avant, donc à l'aide d'une formule analytique. Et on peut reconstruire les termes de champs proches, car ils dépendent des termes de champs lointains, donc on obtient la solution approchée suivante. Et on a l'impression qualitativement d'obtenir une bonne approximation, donc ce qui est bien. La deuxième validation qu'on peut faire, c'est on compare le coefficient de réflexion de la solution de référence au coefficient de réflexion des deux approximations qui sont obtenues par des formules analytiques pour z égale 1 et θ égale pi sur 3. Donc on a en vert l'erreur pour l'approximation à l'ordre 1. On retrouve bien une erreur de l'ordre de epsilon. Et en rose, on a l'erreur pour l'approximation à l'ordre 2 et on retrouve bien une erreur de l'ordre de epsilon 2. Donc on retrouve bien les ordres théoriques. On a donc validé les estimations d'erreur sur le coefficient de réflexion. Donc par la suite, on va s'intéresser à ce coefficient de réflexion et à l'évolution qu'il peut avoir selon la forme de la particule. Donc on considère une particule circulaire, donc ici, et une particule rectangulaire qui a la même aire que la particule circulaire. Et on trace l'évolution du coefficient de réflexion en fonction de delta. Donc delta, c'est la distance au bord, pour les deux formes. En marron, le rectangle, et en violet, le cercle, pour un coefficient impédant égal à 1 et une taille de particule égale à 10-4 mètres. Pour deux incidences différentes, donc θ égale 0 et θ égale pi sur 3. On peut vérifier quelque chose, c'est que comme on a pris un coefficient impédant égal à 1, et s'il n'y a pas de particules, en fait, le fait que le coefficient soit égal à 1, on a un comportement du plan qui est transparent. Et comme on est en polarisation TM, plus les particules sont éloignées, plus on a un effet transparent. Donc les deux ensemble, on récupère bien un coefficient proche de 0, ce qui est en fait un effet transparent. Concernant le rectangle, on a une forte évolution du coefficient de réflexion. Ce coefficient, il passe d'un coefficient à 0 à un coefficient égal à 1. Donc quand on a un coefficient de réflexion égal à 1, c'est qu'on a un effet conducteur. Et c'est ce passage-là qu'on souhaite obtenir pour les applications. Et pour le cercle, on n'a pas du tout ce passage. L'évolution du coefficient de réflexion, plus les particules se rapprochent, on évolue beaucoup moins vite que le rectangle. Et dans la pratique, les particules ne sont pas forcément des rectangles, donc on va s'intéresser à déjà récupérer l'évolution pour le cercle. Donc pour cela, on va comparer une couche avec deux couches empilées. Donc en violet, on a toujours les résultats pour une couche, et en bleu, les résultats pour deux couches empilées. Et on remarque que le coefficient de réflexion évolue beaucoup plus rapidement pour deux couches empilées. Mais il n'atteint toujours pas un coefficient de réflexion égal à 1. Donc on va garder les deux couches, mais on va s'intéresser à deux répartitions différentes. Donc avec deux couches en quinconce et deux couches empilées. En bleu, on a les résultats toujours des deux couches empilées, et en orange, les deux couches en quinconce. Et pour les deux couches en quinconce, on a une évolution beaucoup plus rapide vers un coefficient de réflexion égal à 1. Et par la suite, comme on va passer à l'aléatoire, ce sera de comparer ces résultats avec une répartition aléatoire. Donc maintenant, on souhaite expliquer la différence entre une répartition périodique des particules et une répartition aléatoire des particules. Sans trop rentrer dans les détails, tout sera formel parce que les démos sont actuellement en cours. Donc on donne juste les outils. Donc dans un premier temps, on va construire une solution de référence. Donc on se ramène à un domaine tronqué de taille epsilon t, avec des conditions de quasi-périodicité sur les bords latéraux et une condition d'un opérateur de Dirichlet-Tuneman sur le bord supérieur. On simule un processus de point de Poisson qui va vérifier des hypothèses qui sont importantes pour la théorie. On se donne un taux de remplissage qui nous permet de calculer la densité de particules. Cette densité dépend du taux de remplissage, de l'aire d'une particule et de l'aire d'une bande. Et ce qu'on appelle bande, c'est ce qui est en pointillé sur le dessin, c'est là où on souhaite répartir nos particules. On détermine le nombre de particules à l'aide d'une loi de Poisson. Et ensuite, les particules sont réparties aléatoirement dans la bande à l'aide de deux lois uniformes. Et voici les résultats pour deux taux de remplissage différents, donc à gauche pour un taux de remplissage de 0,3 et à droite pour un taux de remplissage de 0,6.
Donc, sous les hypothèses vérifiées par le processus point de poisson, on peut réutiliser la méthode utilisée pour une répartition périodique. Donc, d'un point de vue formel, on postule un développement asymptotique qui est similaire au cas périodique, mais qui dépend de la réalisation. Ce qui va changer, c'est que les particules ne sont plus réparties périodiquement, donc on ne peut plus supposer que les termes de champ proche sont périodiques en Y1. À la place, on va supposer que le gradient des termes de champ proche est stationnaire. On a toujours, comme dans le cas périodique, que les termes de champ proche sont solutions de problèmes de type Laplace, mais plus dans une demi-bande, mais dans un demi-espace. Et ces termes tendent toujours vers 0 quand Y2 tend vers l'infini. Formellement, on retrouve des conditions effectives. Donc à l'ordre 1, comme dans le cas périodique, la condition ne permet pas de prendre en compte l'impact des particules. Et la condition effective à l'ordre 2 est de la même forme que dans le cas périodique, avec des coefficients qui sont déterministes, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent plus de l'aléatoire, et ils sont déterminés à partir des termes de champ proche. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment obtenir une approximation des coefficients déterministes. Donc pour cela, on va tronquer le domaine. Donc on va prendre un domaine de taille t avec des conditions périodiques et un opérateur de Dirichlet-Tuneman. Ces coefficients, l'approximation des coefficients déterministes va dépendre de la troncature et de l'aléatoire. Et ils sont déterminés à partir de la résolution de problèmes de type Laplace. Formellement, on peut montrer que lorsque la boîte tend vers l'infini, la valeur déterministe est atteinte. Et en pratique, on va calculer l'espérance des coefficients approximés, des coefficients aléatoires à l'aide de l'approximation de Monte-Carlo, avec M le nombre de réalisations indépendantes et identiquement distribuées. Donc voici les résultats pour les différents coefficients de la condition effective. Donc en fonction de la taille de la boîte, pour deux nombres de réalisations différentes, donc en vert pour 100 réalisations et en bleu pour 500 réalisations. Et on remarque que quand la taille de la boîte devient de plus en plus grande, l'intervalle de confiance diminue et on a convergence de l'espérance. Et là, ici, à partir d'une taille de 1200, on commence à avoir la convergence. On peut alors valider qualitativement les résultats, comme dans le cas périodique. Donc, on trace la solution de référence et on peut retracer du coup l'approximation à l'ordre 2 loin des particules. Et qualitativement, on obtient une bonne approximation. Donc pour finir, on va regarder les travaux futurs qui vont être réalisés. Donc, dans un premier temps, il va falloir justifier théoriquement les résultats d'une répartition aléatoire. On pourra alors s'intéresser à réduire le coût de calcul des coefficients homogénéisés à l'aide de deux stratégies, donc réduire à l'aide de la réduction de variance et réduire l'erreur dite de résonance. Ce qui sera intéressant, c'est de comparer l'évolution du coefficient de réflexion obtenu pour une répartition périodique avec une répartition aléatoire des particules. Et ensuite, on s'intéressera aux équations de Maxwell. Merci de votre attention.